mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Lors d'un débat organisé à la Néocast, nous discutions avec In The Panda et le Fossoyeur de film sur le fait qu'aujourd'hui, avec les trailers qui arrivent en VOST, les interviews, les previews, etc., il était beaucoup plus difficile de découvrir un acteur et de lui attribuer une voix française, comme on avait pu le faire dans les années 80, 90 et 2000, avec Bruce Willis, Keanu Reeves, Brad Pitt, Hugh Laurie. Un acteur découvert aujourd'hui, on a surtout en tête sa voix originale et c'est tout. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous concentrer non pas sur une œuvre mais sur un acteur. Nous allons étudier un petit peu sa filmographie, voir qui l'a doublé au fil du temps et essayer de trouver quelle voix française lui correspond le mieux. Et l'acteur dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Christoph Waltz. Christoph Waltz ou Waltz ou Voltz ou Waltz, débrouillez-vous, ça ne m'intéresse pas, est un acteur autrichien né en 1956 et qui a tourné pendant des années dans des séries sans grand intérêt comme Rex Chien Flic ou Derrick. Oui. Ja. Sind Sie beide auch in der Werbung? C'est en 2009 que Tarantino le révèle au grand public avec Inglourious Basterds, alors que l'acteur est âgé de 53 ans. Aujourd'hui, après 13 films, à l'heure où nous écrivons cette émission, Christoph Waltz s'est imposé dans le circuit hollywoodien comme un excellent acteur, avec un fort charisme et une forte présence, particulièrement à l'aise avec les personnages faussement mielleux et manipulateurs. Nous allons donc analyser et décortiquer sa carrière à travers l'évolution de ses voix françaises. Bon, je mets volontairement de côté toutes les voix qu'il a pu avoir dans sa pré-carrière pour me concentrer sur 5 rôles et 5 films. Inglourious Basterds, le film qu'il a fait connaître, The Green Hornet et son méchant caricatural, Carnage, le film de Polanski au casting 3 étoiles, Spectre, emblème de son entérinement dans le système hollywoodien, et Django Unchained, bouclant ainsi la boucle tarantinesque. C'est donc en 2009 que Christoph Waltz révélait au grand public avec le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Le film se déroule en France pendant la Seconde Guerre mondiale et nous fait suivre différents personnages, dont un duo de résistants français, un commando de soldats américains, une actrice allemande et un infiltré britannique, qui ont tous plus ou moins la même envie, tuer Adolf Hitler. C'est ambitieux, mais pourquoi pas. Mais dans la chaussure de la victoire se trouve un sacré gros caillou. Cette métaphore ne va nulle part. Un officier allemand particulièrement zélé, manipulateur, chaleureusement détestable et plaisamment ignoble, Hans Landa, interprété par Christoph Waltz et doublé par Christoph Waltz. Bon, j'admets pour ce premier rôle, j'ai pas pris des masses de risques. Dans la toute première émission Parlons VF, sortie en septembre 2010, ne cherchez pas à la voir. Je parlais de Inglourious Basterds. À l'époque, je disais que bon, c'était difficile de faire un doublage d'un film aussi polyglotte, mais qu'il s'était plutôt pas mal débrouillé, qu'il y avait quelques défauts, mais que l'adaptation s'en sortait plutôt bien. Je dis de la merde. Voir Inglourious Basterds en VF n'a aucun intérêt. D'abord parce qu'une grande partie du film n'est pas doublée, le film jonglant en permanence entre les langues, seuls les passages en anglais et quelques passages en allemand ont été doublés, ce qui est propice aux incohérences, contresens, faiblesses. Malgré les gros efforts qui ont été faits pour adapter correctement ce gloubi-boulga linguistique, on assiste ici à une sorte de rafistolage et il suffit d'avoir vu la VO une fois pour se rendre compte que cette VF n'est qu'un pansement pour recoller des blessures. Ok, j'arrête les métaphores. Rajoutons à cela le fait que Michael Fassbender est doublé par un comédien qui ne l'avait jamais doublé avant et qui, je trouve, ne colle pas vraiment et ne rend pas justice à la performance originale, et que les quelques changements de texte des personnages français pour être en raccord avec le doublage des personnages anglophones apparaissent souvent totalement hors de propos. Puisque nous sommes ici chez vous, je vous demande la permission de commencer en français et de passer à l'anglais tout à l'heure. Certainement. Bon, cela dit, on se consolera en se disant qu'on n'est vraiment pas les plus à plaindre, hein. Je vous invite à jeter un coup d'œil à l'article que je mets dans la description, qui parle des différents doublages européens du film. Ce que les Italiens et les Allemands ont fait de ce film, c'est fou. Il y a quand même un truc très bien avec cette VF, beaucoup de comédiens se doublent eux-mêmes, notamment Mélanie Laurent, Richard Samel, Daniel Brühl, Diane Kruger, mais également notre bon Christoph Waltz. Est-ce que Christoph Waltz est bon en Christoph Waltz ? Bon, j'avoue dit comme ça a l'air d'être une question à la con, mais franchement, pas tant que ça. Pas tant que ça parce qu'il y a des acteurs qui sont totalement incapables de se doubler correctement. Il y en a qui y arrivent très bien, c'est le cas par exemple de Marion Cotillard, ou de Jodie Foster qui prend la peine de se doubler quand elle le peut et c'est tout à son honneur. Mais il y en a qui sont vraiment
très mauvais. Je cite souvent Vincent Cassel dans Black Swan qui a commis un véritable massacre à tel point que même Florence Foresti s'est foutue de sa gueule au César. Franchement, je me fichais perdument de ta technique. Ah non, c'était mieux avant, parce que là vous êtes tout désynchronisés. Et qui vous double? Mais depuis quelque temps, Vincent Cassel a un sacré challenger, Jean Dujardin. Des projets d'invasion de la Suisse par les Américains dans un futur proche. Ce mec est incapable de faire un bon doublage et je remercie le ciel qu'on ne l'ait pas encore invité à faire du Star Talent. Oui, c'est sûr. Bon, ça reste un excellent comédien qui a d'ailleurs récemment organisé une rencontre radiophonique avec Jacques Frantz, Patrick Poivet et Richard Darbois. Je vous invite à y jeter un coup d'oreille. Mais revenons à Christophe Waltz. Notre cher Hans Landa n'a pas énormément de choses à redoubler, mais il l'a très bien fait. Bon jeu, bonne élocution, pas toujours parfaitement synchro, mais en même temps faut voir le texte qu'on lui donne aussi, mais il est dedans en termes d'énergie, c'est du bon. Cependant, Christophe Waltz conserve lorsqu'il parle en français son accent naturel et son français pas tout à fait fluide. Je comprends tout à fait votre réticence à me le répéter. Heydrich, a priori, déteste le sobriquet que le peuple de Prague lui a octroyé. Mais j'avoue que son aversion du nom de bourreau me laisse un peu perplexe. Il semblerait qu'il ait fait tout ce qu'il a pu pour le mériter. Moi, en revanche, j'adore mon titre officieux, précisément parce que je l'ai mérité. Et autant le fait qu'il se double lui-même fonctionne dans ce contexte d'officier allemand opérant dans une France occupée, autant ça n'aurait clairement pas fonctionné sur les rôles où Christophe Waltz joue un mec lambda. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Pour l'instant, gardez à l'esprit que regarder Inglourious Basterds en VF, bon bah c'est... voilà quoi. Après s'être fait remarquer en colonel nazi, le premier film qui va embaucher Christophe Waltz en tant que méchant, c'est The Green Hornet, un film de super-héros inspiré d'une série télé des années 60 avec Bruce Lee et réalisé par Michel Gondry. Un film qui n'a pas tant la patte de Michel Gondry, réalisateur au film plein de poésie et de candeur naïve, que celle de ses deux scénaristes Evan Goldberg et Seth Rogen, qui jouent aussi le rôle principal. En ressort un film à des années-lumière des canons du genre, totalement immature, avec des personnages suffisamment stéréotypés pour pouvoir s'en amuser. C'est le cas de nos deux héros, pleins de bonne volonté mais soit trop zélés, soit totalement irresponsables. Mais également du méchant, Bludnowski, traduit en français par Hemoglobinski, interprété par Christophe Waltz et doublé par Féodor Atkin. Tu as dit que j'étais fade comme mec. Pourtant, il y a 2 canons, mon flingue. Ça a rien de fade. Et ça a été très difficile à fabriquer. Oui, le même Féodor Atkin qu'on a interviewé il y a quelques mois. L'interview est disponible par là, dans le coin, dans les fiches. Vous en avez de la chance. Lorsque j'ai appris que Féodor Atkin allait doubler Christophe Waltz dans ce film, j'étais à la fois curieux et inquiet. Curieux parce que Féodor Atkin est un acteur très talentueux et dont j'adore la voix, mais inquiet parce qu'il a une voix tellement identifiable que j'avais peur que son russe si prononcé ne me sorte du film. Fort heureusement, comme je l'ai dit, le film est totalement dans la démesure, embrasse totalement les clichés de ses personnages et cet accent russe incroyable colle parfaitement à Christophe Waltz. As-tu la moindre idée du nombre de grands hommes qui ont tué en costume? Moi, il me plaît votre costume. Moi aussi. Ouais. Tiens, c'est exactement ce que j'avais dit. Comme ça, je fais moins peur qu'un abruti verrait masquer cette blague. Tu disais qu'ils auraient aucune incidence sur le business. Ce mec gérait 6 des plus gros labos de Crystal Meth de LA. Et le voilà mort à cause du Hornet. Féodor Atkin est-il bon en Christophe Waltz? Il est bon en Hemoglobinski. Il est bon dans ce méchant russe caricatural, faisant lui-même à la perfection l'accent russe que l'on croit caricatural, mais en fait pas tant que ça. Pour autant, je ne pense pas qu'il aurait été bon dans tous les rôles de Christophe Waltz. L'accent russe de Féodor Atkin est ici plutôt risible, comme l'est ce personnage de mafieux décalé qui trouve que le costume c'est la méga classe. On est en plein dans le sujet. Mais sur un rôle plus sérieux, je pense que cet accent aurait eu l'effet inverse et nous aurait sorti du film. D'autant que Féodor Atkin, excellent comédien au demeurant, est déjà la voix de tellement d'acteurs que l'entendre sur Christophe Waltz m'aurait, je pense, gêné. Mais ça, j'en serai jamais vraiment sûr. Tu m'as ouvert des pistes de réflexion. Après ce frelon vert, Christophe Waltz a tourné dans 2 films. De l'eau pour les éléphants, un drame historique assez anecdotique et qui est passé relativement inaperçu, et Les Trois Mousquetaires 3D. Il y est doublé par un certain Pierre Langlais, un acteur de la comédie française qui n'avait jamais fait de doublage et qui n'a pas retravaillé depuis, donc je ne vais pas m'attarder dessus, d'autant plus que j'essaye en priorité de regarder des bons films. Et ça tombe méga bien parce que le film suivant dans sa filmographie est un bon film,
Carnage de Roman Polanski. Carnage est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Yasmina Reza. Ce huis clos raconte l'histoire de deux couples bourgeois qui tentent de régler à l'amiable un litige après que leurs enfants se soient battus. Mais comme souvent dans les huis clos et dans les pièces de Reza, avec le temps, les masques tombent et les hommes révèlent qui ils sont au fond d'eux-mêmes. Christoph Waltz joue donc un mari homme d'affaires qui ne s'intéresse pas vraiment à cette dispute, qui est venu là pour faire plaisir à sa femme et qui aimerait que tout soit réglé le plus vite possible. Comme souvent avec les films de Polanski, Carnage est sorti dans un petit circuit composé majoritairement de salles art et essai ou de séances tardives. La distribution de copies VF a donc été très réduite. Cette version française a été réalisée au célèbre studio Alter Ego par Hervé Ikovic. Ça faisait un moment que je voulais vous parler d'Hervé Ikovic. C'est quelqu'un qui dirige des versions françaises, des doublages, mais qui déteste le monde du doublage. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Hervé Ikovic, c'est quelqu'un qui prend un malin plaisir à traquer et à se faire engager sur les doublages de films prestigieux. Les films de grands réalisateurs, les films présentés à Cannes, à Vienne, à Berlin, les films qui vont rafler les Oscars, bref, les films qu'il double ne sont que des chefs-d'œuvre et il ne manque jamais une occasion de s'en vanter, s'autoproclamant lui-même le roi de la VF. Tu le vois là? Tu le vois la couronne? C'est moi le roi, c'est Régis le roi, alors tu te donnes maintenant! C'est également quelqu'un qui prend un malin plaisir à ne pas appeler les voix françaises habituelles de tel ou tel comédien et à caser ses amis dans le casting, particulièrement s'ils viennent du théâtre dit classique et s'ils n'ont jamais fait de doublage de leur vie. Vous vous souvenez du Fassbender insipide dans Inglourious Basterds? C'est lui. Sean Penn sans Emmanuel Carsen dans Fair Games, c'est lui aussi. Julie Gaillet sur Nicole Kidman, bah bien sûr que c'est lui. Zach Braff doublé par quelqu'un d'autre qu'Alexis Thomasian, mais c'est lui aussi. Et Patrick Poivet qui ne double pas Bruce Willis dans Le Cinquième Élément, c'est aussi un peu de sa faute. Et Jonathan Cohen sur Ryan Reynolds. De quoi? Je pensais à Jason Statham pour le rôle, et puis au bout du compte j'ai dormi dessus, je trouve que c'est une très mauvaise idée, je te veux toi. Bon attention, je dis pas que tout ce que fait Hervé Ikovic est mauvais. Il lui arrive parfois d'être moins exubérant et de garder des voix habituelles, et il arrive parfois que certaines de ses trouvailles fonctionnent très bien, comme Audrey Fleurot sur Heure, qui est vraiment, je trouve, une très bonne idée. Mais quand même, on est souvent surpris et décontenancé par les choix parfois incompréhensible de Hervé Ikovic et son ego surdimensionné, au point que sa page Wikipédia a été écrite par son fils véridique. Sur Carnage, il a donc proposé le rôle de Christoph Waltz à Pascal Bongard, un acteur suisse qui n'a jamais fait de doublage et qui n'en refera probablement jamais, comme l'intégralité du casting de Carnage. Jodie Foster n'est pas doublée par elle-même ou par Mickey Sebastian comme c'est le cas habituellement, mais par Hélène Babu, enchantée madame. Kate Winslet n'est pas doublée par Annelise Fromont, mais par Irène Jacob, une excellente actrice au demeurant, mais qui n'a jamais mis les pieds sur un plateau. Quant à John C. Reilly, il est doublé par Aurélien Recoin de la Comédie Française. Ce sont qui fait Hervé Ikovic, amener sur des plateaux de doublage des gens qui n'en ont entendu parler qu'une fois vaguement par un pote à Avignon. Et en soi, c'est pas très grave si le doublage est réussi. Le problème, c'est que le doublage est un désastre. Un désastre. D'abord, les productions Alter Ego ont souvent, à mon goût, des problèmes de mixage. C'est un point qu'on a tendance à oublier quand on parle de doublage, et pourtant c'est capital. Un mauvais mixage, ça peut flinguer une VF, et c'est le cas par exemple sur Carnage. Il n'y a aucun effort de spatialisation, de contextualisation, d'étoffement, d'ambiance. On a beau être dans une maison calme, on n'entend pas des gens dans une maison calme. On entend des gens devant un micro, pile devant un micro. C'est un feuilleton radio qu'on entend, et pas une fiction cinématographique. Good cobbler is not easy to make. What do you sell? Decorative hardware. Serrures, charnières, boutons de porte en tout genre. Ça va aller, merci. Et ustensiles de cuisine, casseroles, poêles, voyez. Vous l'aurez compris, le mixage est un point essentiel dans un doublage, au même titre que la synchro et le montage. Et c'est vraiment pas de bol, parce que rien dans le lot n'est réussi. La synchro est tellement aux fraises, mais c'est un cataclysme. On a l'impression que les comédiens n'essayent même pas de viser les lèvres. Ils sont à côté pendant tout le film. Bon, je vais choisir un massacre, il n'y a que ça dans l'histoire, et puis je vais en faire un bouquin. Qu'est-ce que c'était censé faire? Vous poursuivre en justice? Ne plus jamais vous adresser la parole et exiger de mon assurance qu'elle vous réduise en bouillie? Nous, on s'en fiche de leur vie conjugale. On est là pour un problème avec les enfants, on se fiche de leur mariage. Je suis un pur caractériel de base et je vous emmerde, ok? On en est tous là. Après ça peut être de la faute du monteur, des acteurs, de la bande rythmo, pour le coup je suis pas assez calé sur le sujet. Je vais demander à quelqu'un qui est de la partie. Seb,
Hein, quoi? Sébastien Lacheret, mesdames et messieurs. Salut, ça va? Alors Seb, d'après toi qui a bossé 11 ans chez Dominic Brothers comme monteur son, c'est de la faute à qui? La faute à qui quoi? Ben, la VF pourrie de Carnage, tu suis un peu ou... Ah oui, bah oui. Ça, là, c'est simple. Et c'est parce que... voilà. Voilà quoi? Voilà quoi? Ah oui, non, pardon. Oui, non, mais je vais vous expliquer. C'est super simple. Une synchro bien pourrie peut avoir plusieurs causes, exclusives ou cumulables. Premièrement, une mauvaise adaptation, qui emploiera des termes et des tournures de phrases qui ne seront pas adaptés aux mouvements de bouche, ces fameuses labiales. Deuxièmement, un mauvais jeu. Le comédien ou la comédienne n'étant pas rompu aux techniques spécifiques du doublage, ça flotte en avance ou en retard, et ça crée des latences. Ça crée des trous en début de phrase, c'est-à-dire que les phrases commencent après que le comédien ou la comédienne ait ouvert la bouche, ou bien l'inverse, les phrases se finissent trop tôt. Mais ces erreurs sont généralement rattrapées par un orfèvre de l'ombre, le monteur synchro. Donc, troisième cause probable, le monteur est malade et se fait remplacer au pied levé par un autre monteur qui est moins chanceux, ou moins bon, ou moins expérimenté, ou moins... ce que vous voulez. Quatrièmement, le monteur synchro n'a pas le temps de bosser. On lui demande de respecter ses engagements qualitatifs, comme l'ajustement des labiales à la demi-image, de disposer des micros fondus sur chaque coupe, de décliquer, de débruiter, rustiner les fonds d'air, de s'adapter à la synchro subjective du client, sachant que chaque client a sa propre synchro, plus ou moins, vu qu'elle est subjective. Du coup, d'un client à l'autre, c'est jamais la même. Tout ça en 5 jours pour un film qui fait 6 bobines, soit 6000 lignes, alors que c'est largement au-dessus de la limite du foutage de gueule, alors que pendant ce temps-là, il y a des... Cinquièmement, le monteur synchro n'en a plus rien à branler. Il est en roue libre, vient d'enchaîner 9 burn-out et compte donner sa démission la semaine prochaine en ayant pris soin de manger Tex-Mex la veille afin de pouvoir chier sur le bureau du patron juste avant son pot de départ. Sixièmement, Ikovic. Et au final, concernant Carnage, je pense savoir d'où ça vient, même si un cumul est envisageable. Donc déjà tout ça, ça n'arrange pas les choses, on est bien d'accord. Mais alors Christophe Waltz, doublé par Pascal Bongard... Nancy, à l'heure actuelle, j'encours juste le risque de perdre mon client plus important. Alors toutes ces conneries de parents bien intentionnés, ces chamailleries... Mon fils a perdu 2 dents. On lui en paiera de nouvelles. En meilleur état, c'est pas comme si on lui avait arraché l'oreille. Ok, alors petit conseil pour les directeurs artistiques, évitez de faire enregistrer vos acteurs quand ils ressortent d'une anesthésie du visage chez le dentiste. Qu'est-ce qui te prend? Merde, ça va pas me hurler dessus? C'était Denis, il a tout entendu. Ah ouais, donc non, là c'est pas seulement le visage. Bon alors, nouveau conseil, évitez de faire enregistrer vos acteurs après qu'ils aient ingurgité une demi-tonne d'antalgique. Elle s'est jetée sur vous comme un diable sort de sa boîte tout à l'heure. Si j'étais vous, ça ne me laisserait pas insensible. Il se moque de vous, mais regardez, non mais je rêve ou quoi? Ah ouais, non, là, conseil plus radical, dirigez vos acteurs, enfin. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce non-jeu total? Je suis d'accord que Christophe Waltz joue pas mal sur la retenue et le faux calme, mais il y a une différence entre calme et j'en ai strictement rien à taper. Tu espérais des révélations sur les valeurs universelles? Ce scotch est absolument incroyable. Eh oui. Mais oui. Eh oui. Mais oui. On ne sent dans la voix de Pascal Bongard aucune intensité, aucun dédain, aucun intérêt, aucune malice, aucune animosité, rien. Non mais tu es bonne à enfermer, chérie. Un insondable concentré de rien, enveloppé dans de l'incompétence technique. Sans gluten. Pascal Bongard a un timbre très sympathique, c'est vrai, qui peut être rapproché de celui de Christophe Waltz. Si vous espérez qu'en toute spontanéité, il va venir vous présenter des excuses, vous êtes en plein délire. Mais si le timbre colle sur le papier, peut-être qu'une fois appliqué sur une pellicule, la partie adhésive peut perdre ses propriétés et faire que l'affranchissement est insuffisant. Il faut vraiment que j'arrête avec les métaphores. Ah mais j'ai rien dit là, t'as vu? J'ai rien dit. Et je tape sur le jeu des acteurs là, mais c'est pour pas parler du reste, parce qu'il faudrait une émission entière pour dire tout ce qui ne va pas dans cette VF de Monsieur Ikovic, le roi de la VF. Très sincèrement, je ne sais pas qui le sacre le roi de la VF, mais l'anoblissement c'est définitivement plus que c'était. Maintenant,
C'est moi le roi, tu dégages, ringard. Il y a l'adaptation, ses répliques très scolaires, maladroites et ses choix très bizarres. Par exemple le fait de faire passer au tutoiement quelques minutes avant une dispute alors que c'est justement en plein milieu d'une dispute que ça aurait été opportun. Enfin si tant est qu'il était nécessaire de passer au tutoiement 5 minutes avant la fin du film. D'ailleurs dans la pièce originale les personnages ne se tutoient jamais, c'est d'ailleurs la base d'un exercice de français de collège. Bon, enfin moi je dis ça, je dis rien. Et si comme on l'a dit les comédiens sont totalement à côté des lèvres, ils sont aussi totalement à côté de l'intention. C'est pas croyable. Et putain, c'est pas croyable. Oh là là, ce n'est pas possible. Parce qu'on va arrêter de tourner autour du pot pendant 150 ans. Les comédiens français de la VF de Carnage sont mauvais. Juste mauvais. Non mais là t'es dur quand même, je suis sûr que c'est pas si pire. Eh oh regardez, c'est quoi ça? Pouah, c'est terrible. Cette odeur de Chronos, c'est ignoble. C'est vrai, qui a envie de dire « Je vous salue Marie » quand ils sont voix en l'air? Vous me fatiguez, cette conversation est fatigante. Mais c'est quoi ce cirque? Elles sont devenues folles ou quoi? Elle trouve ça drôle. Elle trouve ça drôle. Allons-nous-en! Comment tu oses te montrer si méprisable? Parce que je le suis. Et je veux le montrer à tous. Je suis méprisable. Ok. J'ai rien dit. Je suis concernée, vraiment, je suis concernée. Oui, tout. Non, je veux continuer de voir. Je veux me saouler un max. Je suis pas bourré. On dirait une pièce de lycée, c'est lamentable. Pourquoi tu m'obliges à écouter ça, Alan? Bref, vous l'aurez compris, aussi bien au niveau de l'adaptation, du jeu, du cast, de la synchro, du mixage, la VF de Carnage est une véritable catastrophe à tous les niveaux. Vous pouvez vous gargariser, monsieur Ikovic, dans les interviews et les dîners mondains, d'avoir un palmarès canois en guise de voxographie, mais si Première et Télérama insistent sur le fait que vous signez les VF d'excellents films, ça ne veut pas dire du tout que vous signez d'excellentes VF. Non mais t'as pas compris, c'est pas de la VF. C'est la version française, monsieur. C'est pas de la vulgaire VO, c'est une recréation. Attention, rien à voir, quoi. Une réinterprétation visionnaire. Ça nous dépasse, c'est tout. J'avais vraiment très envie de vous parler de la VF de Carnage. D'abord parce que je pense que c'est un excellent film et que le voir en VF c'est vraiment passer à côté de quelque chose, mais aussi pour vous montrer que tout ne marche pas toujours comme sur des roulettes et que c'est pas parce que les 2 premiers essais ont été des réussites que le parcours sera forcément un sans faute. Après ce film, Christophe Waltz est retourné travailler avec Tarantino, histoire d'avoir un 2e Oscar, mais ça, on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien. Parce qu'après Django Unchained, Christophe Waltz a enchaîné Big Eyes, Comment tuer son boss 2, Spectre et Tarzan. 4 grosses sorties internationales, suite de films à succès, de franchises célèbres ou de réalisateurs connus. Et pour ces 4 films, il est doublé par Christian Gonon. Au départ, je voulais vous parler de Spectre, mais le problème c'est que dans Spectre, Christophe Waltz est transparent. Spectre, c'était vraiment l'emblème de l'entérinement de Waltz dans le système hollywoodien, mais il y est tellement peu investi que je vais plutôt parler du film de Tim Burton, Big Eyes. Big Eyes raconte l'histoire de Margaret Ulbrich, une célèbre peintre au style très particulier, notamment dans ses portraits aux gros yeux, d'où le nom du film, Big Eyes. Margaret va hélas tomber sous le charme de Walter Keane, un bonimenteur prétendument peintre qui, après l'avoir épousé, va s'approprier ses tableaux. Est-ce que justice sera faite à la fin du film? C'est tiré d'une histoire vraie, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à Wikipédia. Ou regardez le film, hein, il est très très bien. Donc dans ce film, Christophe Waltz est doublé par Christian Gonon. Christian Gonon de la comédie française. Et oui, encore un. Christian Gonon, c'est la voix récurrente de Colin Firth depuis La jeune fille à la perle en 2003. Il l'a notamment doublé dans Le discours d'un roi, Oscar du meilleur film en 2011, et doublé par... Mais t'es encore là, toi? Allez, va-t'en. Va-t'en, ah, tu m'énerves. Plus récemment, vous avez pu l'entendre dans Rogue One, où il habitait la version CGI de l'amiral Tarkin, ou dans Seul sur Mars, où il doublait Jeff Daniels. Il a également doublé Michael Fassbender dans Shame et dans Inglourious Basterds. Bon, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'on se batte? Christian Gonon est un acteur assez sympathique, qui est plutôt bon quand il double Colin Firth, mais que vaut-il en Christophe Waltz? Bah, il est un peu... comment dire... Osef. Quelconque. Je l'ai dit, c'est un bon acteur. Il est dans les bonnes intentions en termes de jeu, plutôt synchro, et il a un timbre de voix assez proche de celui de Christophe Waltz. That? Probably, well, months. You know, first the thinking, the sketching, then the time with just me and the oils. Oils? But isn't that acrylic? Ah, that, yeah. Celui-là? Je sais pas. Quelques mois.
Le temps de laisser germer l'idée, de faire l'esquisse, et puis le temps passé en tête-à-tête avec les huiles. Les huiles? Ce n'est pas une acrylique? Oh, celle-là, si. Alors, qu'est-ce que je lui reproche exactement? Je sais pas, il lui manque un petit grain de folie, un petit quelque chose. Christophe Waltz, c'est pas n'importe quel acteur. Dans chacun de ses rôles, il glisse sa petite touche de démence, son petit truc à lui, son mojo. Et hélas, Christian Gonon, il a pas ce mojo. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on double pas Christophe Waltz comme on double Colin Firth. Et en regardant Spectre ou Big Eyes, j'ai l'impression que Christian Gonon ne joue pas assez sur les nuances. Little girl, how would you like your portrait sketched by the world's renowned Margaret Aldrich, Queen of the Bay? In mere minutes, she captures your soul. Nah. Ouais, meh. Jeune fille, que dirais-tu d'avoir ton portrait réalisé par l'immense artiste internationale Margaret Ulbrich, surnommée la Reine de la Baie? En quelques minutes, elle fixe ton âme sur la toile. Non. Comment ça, non? Il n'arrive pas à retransmettre à l'oreille le truc qui fait qu'on engage Waltz dans un film. Il est un peu trop sobre, un peu trop plat, un peu osef, un peu quelconque. Ni bon ni mauvais en somme. Tu as raison, je n'étais pas au mieux de ma forme. Pour conclure ce petit voyage voxophile, je vous propose de revenir sur Django Unchained de Quentin Tarantino. Django Unchained raconte l'histoire d'un esclave noir affranchi par le chasseur de primes King Schultz en échange d'un service, l'aider à identifier un de ses prochains contrats. Puis, pris sous son aile, ils vont ensemble tenter de récupérer la femme de Django, restée esclave chez l'odieux Calvin Candie. Bon, j'avais déjà dit à l'époque tout le bien que je pensais de cette version française. Excellente adaptation, prix de la meilleure adaptation décerné par Lata en 2014, excellent comédien à tous les niveaux, alors concentrons-nous sur Waltz, doublé par Pierre-François Pistorio. On n'aurait pas, là encore, réalisé et diffusé une interview de ce monsieur? Ah, on est attentionné quand même. Bon, ne tournons pas autour du pot, Pierre-François Pistorio est, selon moi, le meilleur Christophe Waltz. Derrière Christophe Waltz. Là où Christian Gonon a surtout dans sa voxographie des personnages calmes, pleins d'élégance, de grandeur, des figures d'autorité, des shérifs, des nobles, des coincés, Pierre-François Pistorio a joué plein de choses. Et dans plein de choses. Il a fait des animés comme Juliette je t'aime ou GTO, des séries comme Blacklist très premier degré ou Boston Justice très second degré, il a joué dans la trilogie danoise Millennium, des gentils, des méchants, des mecs barrés, des rôles chantés, Che Guevara, et c'est pour ça, à mon sens, qu'il arrive mieux à capter le grain de folie et de malice de Christophe Waltz. Il sert à merveille les excellents textes français, il a toujours le ton juste, l'intonation juste, et il a cet accent. Cet accent. Quoi, tu connais cet endroit? Quel esclave connaît pas comme Dylan? Apparemment, c'est là que se trouve ton épouse. Et c'est là le répugnant individu qui l'a acheté. D'accord. Espérons qu'elle travaille dans la maison et non dans les champs. Ah non, c'est pas une négresse des champs. Là, avec Django, se pose une question intéressante en termes de doublage. Quand je discute avec des gens qui préfèrent la version originale, se pose généralement la question de l'accent de Christophe Waltz, d'origine autrichienne, et qui fait son charme, il faut bien le reconnaître. Un accent qui, on l'a vu, est généralement absent en VF. Christian Gonon ne le fait pas, Pascal Bongard non plus, et là on en arrive donc à cette question, à quel moment faut-il mettre des accents? Selon moi, ça dépend du contexte. Prenons un film chinois intégralement tourné en cantonais et doublons-le en français. Il serait ridicule et très caricatural de doubler tout le monde avec un accent chinois. Absurde. Et probablement un peu raciste. De même, si on a dans une série ou un film américain un personnage typé asiatique mais américain, il serait à mon sens malvenu de lui coller un accent caricatural. Comme on le disait dans une précédente FAQ du doublage, on ne naît pas avec un accent en fonction de nos origines. En revanche, si on introduit dans un film américain tourné en anglais un personnage japonais, d'origine japonaise, habitant au Japon et parlant en version originale avec un accent, une tonalité, il faut mettre un accent. Parce que c'est une des caractéristiques du personnage, c'est un élément étranger dans un environnement qui n'est pas le sien, et il faut conserver ce décalage qu'il a avec les autres personnages. Dans les faits, ça ferait d'eux une nouvelle superpuissance. Ouais, bon après il faut que ça reste compréhensible quand même, et pas caricatural. Maintenant, prolongeons la question au-delà du monde du doublage, et posons-nous celle-ci. Pourquoi est-ce que les réalisateurs embauchent Christophe Waltz? Pour son talent d'acteur ou pour son accent? Bon, soyons sérieux, a priori plutôt pour son talent. Donc cet accent si particulier en effet n'est pas ce qui le caractérise lui.
En revanche, cela peut servir à caractériser certains de ses personnages. C'est pour ça que Hemoglobinski a un accent dans The Green Hornet, méchant étranger, d'origine étrangère, dans un milieu américain. En revanche, dans Carnage, personnage sans nationalité apparente, un parent comme un autre dans la situation, lui mettre un accent alors que ça ne le distingue pas des autres, non. Pourtant, Christoph Waltz reste autrichien, ça ne change pas, mais son personnage, non. Donc, non. Et c'est pareil dans Big Eyes, à part de vagues origines danoises, Walter Keane il est né dans le Kentucky, donc aucune raison de lui mettre un accent, donc Christian Gonon reste naturel. Maintenant, revenons à Django Unchained. Christoph Waltz incarne un Allemand, originaire de Düsseldorf et expatrié aux États-Unis. Ce caractère étranger, et donc son accent, fait partie de ce qui le caractérise, et ça va revenir plusieurs fois dans le film. Donc en toute logique, il faut conserver cet accent. Figurez-vous que le distributeur a hésité. Parce que Django, il voulait pas d'accent au début. Et puis quand même, à la fin de la première journée de tournage, je me dis, attends, moi je trouve qu'il manque un truc, quoi. Ce mec peut pas parler tout à fait, même s'il est très correct et tout, il peut pas parler tout à fait bien. Et je me suis dit, sans tomber dans l'accent allemand, si simplement le fait de découper les mots introduit qu'il cherche un peu que... Et tout d'un coup, on est tombé finalement dans une langue un peu alsacienne, un peu cet accent intermédiaire des frontaliers, quelque chose d'un peu entre deux langues, n'est-ce pas? Qui pourrait aller sur l'allemand et qui peut aussi glisser sur le français subtil. Enfin voilà, il fallait trouver un entre-deux. Et c'est une musique, finalement, ça a permis de suivre sa musique à lui, parce qu'il fait de la découpe, hein, c'est du Balza et... Tu as légèrement interprété ce que j'ai dit, mais c'était bien l'idée générale, oui. Ce petit truc, ce petit accent, ni trop caricatural, ni trop effacé, c'est le truc en plus qui fait de Pistorio, à mes yeux, le meilleur Christoph Waltz. Si Smithy Bacal avait voulu monter sa ferme à 22 ans, jamais on n'aurait imprimé cela. Mais Smithy Bacal voulait être pilleur de diligence. Et cela ne l'embêtait aucunement de tuer pour cela. Bon, allez, faisons un petit récapitulatif de l'émission et jouons à qui c'est le meilleur Christoph Waltz. En première position, on retrouve sans surprise Christoph Waltz lui-même, suivi par Pierre-François Pistorio, excellent dans Django Unchained. Viennent ensuite quasiment ex aequo Christian Gonon, correct mais trop sobre, et Féodor Atkin, bien dans un rôle cliché, mais qui peut-être n'aurait pas autant assuré sur tous les tableaux. Et enfin, nous retrouvons Pascal Bongard sous morphine, qui, je l'espère, ne reviendra plus dans un studio sans s'être un peu préparé avant. Pour conclure l'émission, je dirais que Christian Gonon est bien parti, vu sa récurrence dans les productions les plus plébiscitées, pour devenir la voix française de Christoph Waltz. Et je dois dire qu'à titre personnel, ça me rend un peu triste, parce que je pense pas qu'il soit le meilleur. La voix française d'un acteur, elle peut s'imposer comme une évidence, comme si une force divine, ou le comédien original, l'avait choisi entre tous. Ça peut être le temps, le climat, le public, et même parfois un simple coup de chance qui met le comédien français sur le chemin d'un acteur américain. Mais au bout du compte, il ne faut pas oublier que la décision finale sera toujours entre les mains du directeur artistique, mais surtout des clients. Et on peut parfois se dire que le DA et les clients ont tort. Et moi perso, ça me rend un peu triste. Un peu comme je suis triste que Gilles Morvan ne devienne pas la voix attitrée de Cumberbatch. Mais ceci, évidemment, c'est une autre histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile et que le petit classement que je vous ai proposé aujourd'hui m'est propre. Évidemment, c'est à vous de vous faire votre propre opinion. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à cette chaîne qui est bien. Si vous avez envie de me soutenir sur Tipeee, vous pouvez. En plus, il y a des contreparties très cool. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut! Looking for freedom.